Ouais, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, il devrait représenter 90% des nouveaux cas de Covid-19 dans les pays de l'Union européenne d'ici la fin du mois d'août. Nous parlons du variant indien, dit le variant Delta. 2 premiers cas ont été identifiés en Guyane. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'on doit craindre? Pour en parler et peut-être pour nous rassurer, nous sommes ce matin avec Marc Lédy du laboratoire Biosoleil. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Marc Lédy d'avoir accepté notre invitation. Première question très large pour commencer et pour que tout le monde comprenne bien de quoi est-ce qu'on va parler ce matin. C'est quoi exactement ce variant? On connaissait le variant britannique, on connaissait le variant amazonien, maintenant il y a le variant Delta. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, le variant Delta est un virus comme le coronavirus. Et au fait, c'est une sous-population, puisqu'on a un virus qui change, qui se modifie et qui s'adapte. Oui. Donc, on avait une première adaptation avec le variant dit anglais, qui a une répartition mondiale. On a ensuite découvert le variant sud-africain. Et plus proche de nous, le variant brésilien qui est encore très très présent, puisqu'on a un voisin qui a des taux de positivité très élevés. Le variant indien, pour le moment, sévit surtout en Europe. Oui. Il a une répartition mondiale, mais les foyers sont européens, et notamment en Angleterre. Il y a un cas sur 2, je crois, en Angleterre maintenant, qui est issu du variant indien. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le variant indien a pu remplacer le variant anglais en quelques semaines. Ce qui montre qu'il y a une compétition en fait sur les souches de virus, c'est que... Alors une compétition sur les souches, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que le virus le plus adapté prend place dans la transmission et c'est celui qu'on va retrouver le plus souvent chez les patients. Le plus adapté à l'environnement, le plus adapté à la population, comment est-ce que ça se passe sur ce point? Alors, c'est très intéressant comme question, puisque ce qu'on faisait avant au niveau de la Guyane, on faisait un contrôle sur la surveillance des variants de la Covid, et on avait une mutation qui était commune aux 3 premiers, et on nous a demandé, l'ARS Guyane nous a demandé de nous équiper de nouveaux kits pour pouvoir détecter justement le variant indien, et on était très surpris il y a quelques jours de pouvoir détecter une malade qui avait ce variant indien, ce qui nous fait craindre une positivité de plus en plus élevée de ce variant de notre département. Alors on va revenir dans quelques minutes justement sur le cas précis de notre territoire, sur le cas précis de la Guyane, mais auparavant j'aimerais juste qu'on revienne sur une question de terminologie. On entend le variant Delta, le variant Delta+, le variant indien, tout ça c'est la même chose à peu près? Alors, ce qu'il faut retenir, pour être simple, c'est qu'il y a une mutation d'intérêt, c'est la L402R, qui est portée par ce variant. Oui. Et c'est la mutation qu'on cherche en priorité lorsqu'on fait du criblage. Donc, on m'a posé énormément de questions sur les différences entre séquençage et criblage. Alors, je vais faire une explication simple. Allez-y. On essaye d'avoir au fait l'information génétique du virus. Et il y a une technique qui est très longue et une technique qui est très rapide. D'accord. Et du coup, on utilise la technique très rapide pour pouvoir répondre rapidement aux patients et rapidement à l'ARS et au circuit des épidémiologistes. Mais c'est quoi la différence, outre la rapidité, entre ces 2 techniques? Parce que quel serait l'intérêt, je vais reposer la question, c'est quoi l'intérêt du coup de faire la technique un petit peu plus longue si on a une plus rapide? La technique un peu plus longue, donc le séquençage donne une information complète. D'accord, avec plus précise mais qui met plus de temps à être mise en œuvre. Comment est-ce que ça se passe pour vous du coup en ce moment dans votre laboratoire avec l'arrivée de ce nouveau variant, l'ARS a annoncé il y a quelques jours que les premiers cas, vous l'avez dit, de variant indien avaient été détectés en Guyane. Déjà, comment est-ce que ça se passe pour vous dans les laboratoires? Il a fallu vous équiper d'un nouveau matériel pour pouvoir détecter ces nouveaux cas? Oui, exactement. On avait une note au fait de l'ARS depuis quelques semaines pour les évolutions de nos techniques. C'est une démarche qui est normale et naturelle. À chaque fois, quand il y a des évolutions techniques qui sont pertinentes, on nous demande de pouvoir nous équiper. Et on essaye à chaque fois de proposer aux patients la meilleure solution biologique. Et ça permet ensuite de pouvoir détecter différentes pathologies. Et là, dans notre cas, du variant indien qui va augmenter très certainement. Oui. Qui va augmenter très certainement. Alors les premiers cas, comme d'habitude, sont des cas d'importation. Mais c'est la question que j'allais vous poser justement. Ils viennent d'où ces cas-là pour l'instant? Alors on a, pour les 2 cas, ce sont des cas d'importation. L'un du Suriname, l'autre du Mali. Oui.
Et la difficulté à chaque fois, c'est de savoir s'il y a eu un cycle de transmission sur le département et de savoir s'il y a un cluster possible. Justement, lorsqu'on parlait du variant amazonien, on pouvait comprendre son arrivée sur le territoire malgré la fermeture des frontières à cause de notre proximité avec le Brésil. Là, c'est un variant qui vient de plus loin. Toutes les contraintes qui sont mises en place là actuellement à l'aéroport entre Cayenne et Paris, c'est pas suffisant pour empêcher son arrivée. Quoi qu'on fasse, j'ai envie de dire, le variant indien fera son arrivée en Guyane. Alors c'est vrai que l'OMS prévoit le remplacement de toutes les souches par le variant indien d'ici quelques mois. Pour l'instant, dans le département, on peut avoir quelques cas d'importation. C'est vrai qu'on a des conditions assez restrictives de contrôle, les PCR au départ et à l'arrivée aussi des contrôles. La difficulté, c'est qu'on peut toujours avoir un patient qui est en phase d'incubation. D'accord. Et qui est donc négatif sur les tests et qui ensuite développe la maladie. Donc c'est pour ça on demande aux voyageurs de faire des quarantaines, 7 jours, 10 jours, de façon à pouvoir écarter au fait cette possibilité. Oui, parce que l'incubation c'est 7 jours, c'est ça à peu près, avant qu'on puisse se rendre compte si oui ou non le virus est présent dans l'organisme. On va revenir sur la détection du variant indien, Marc Lédy, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il est plus difficile à détecter que la souche historique, premièrement, et les autres variants que vous détectez depuis maintenant ces derniers mois? Alors non, il n'est pas plus difficile. Alors la souche historique, elle existe quasiment plus, enfin il y a très peu de cas, puisque on a eu le variant anglais en première détection, ensuite le variant brésilien. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur notre département, on a à peu près 80% de variants brésiliens et 10 à 12% de variants anglais. D'accord. Okay. L'introduction du variant indien pourrait avoir le même profil que le variant anglais, c'est-à-dire qu'on a beaucoup craint l'introduction dans notre département, et finalement on a été très influencé par notre grand voisin qui est le Brésil. Je suis pas certain qu'on soit dans une situation où la souche serait complètement dominée par le variant indien tout de suite. Je pense qu'on va sûrement, comme d'habitude, être sur le tempo du Brésil, et si jamais il y a une variation de souche de variants chez eux, on sera fortement influencé. Il faut qu'on s'attende à avoir les mêmes chiffres en fait entre la proportion du nombre de cas de variants brésiliens et celle du variant britannique. Oui, moi je crains fort. Je pense que pour l'instant le variant brésilien est vraiment très très dominant dans notre continent, et on risque de toujours être sous l'influence de notre voisin. Mais justement, pour ne plus parler uniquement du cas de la Guyane, mais vraiment de toute l'Amérique du Sud, est-ce que ce variant indien, qui est surtout, vous l'avez dit en début d'interview, présent en Europe, est-ce qu'il est en train vraiment d'arriver sur tout le continent sud-américain? Oui, il est une répartition mondiale. Il est une répartition mondiale, et c'est vrai que pour l'instant les plus gros foyers sont encore loin, et il n'y a pas encore de gros foyers au Brésil. Mais on sait qu'avec cette épidémie, c'est très difficile de prévoir, et les changements sont très rapides. Comme on a vu en Angleterre, en 4 semaines, on a une souche qui a été remplacée par une autre, donc on est toujours très prudent. Est-ce qu'on sait déjà ce qui va différencier ce nouveau variant des autres qu'on connaît maintenant et dont on entend parler maintenant depuis longtemps? Est-ce qu'il est plus transmissible, moins transmissible que les autres souches de variants? Alors, pour parler technique, il ne porte pas la mutation N500Y qu'on recherchait chez les autres, qui était un facteur qui augmentait la transmission. Et pour être un peu moins technique pour être moins technique, il est toujours aussi transmissible. D'accord. Il a une adaptation qui lui permet d'être la souche à craindre dans l'avenir. Et la difficulté avec ces changements pour les auditeurs, c'est que on a souvent, c'est retrouvé, l'immunité qu'on a pu avoir sur les premières souches n'est pas suffisante pour la nouvelle. D'accord. Ce qui explique qu'on prévoit déjà une 4e vague avec la souche du variant indien. Et c'est ça la vraie difficulté, c'est que comme l'immunité n'est pas conservée, quand on a une nouvelle souche, on a une nouvelle épidémie. Et c'est ce qui s'est passé au Brésil finalement. Exactement. On avait l'impression que le pays s'en sortait plutôt bien, et finalement le variant amazonien, variant brésilien est arrivé, et tout est reparti de zéro finalement. Oui, et c'est ça le vrai enjeu, c'est d'arriver à avoir une couverture vaccinale qui permettrait d'éviter une 4e vague. Mais justement, sur la vaccination, les vaccins sont efficaces contre le variant Delta? Oui, les vaccins sont efficaces
Sur les souches de variants, alors les vaccins ARN, on a des efficacités qui sont évaluées entre la première dose et la deuxième dose. Et bien sûr, les vaccins sont beaucoup plus efficaces 15 jours après la deuxième dose. Ça permet de réduire les formes symptomatiques, ça permet de réduire les formes sévères. Et c'est la solution pour ne pas subir à chaque fois des vagues de souches différentes de variants. Oui, ça n'empêche pas, parce que j'ai lu 2-3 petits articles en préparant cette interview, ça n'empêche pas d'avoir le variant brésilien, mais en tout cas, ça baisse le nombre de transmissions qui sont faites entre les patients, entre les personnes. Exactement. Et la diminution de la transmission, bien sûr, c'est un acte fort pour pouvoir diminuer la pandémie et avoir moins de malades hospitalisés, moins de malades en réanimation. Et sur la mortalité, j'ai envie de dire, Marc Lédy, est-ce qu'on a déjà des données? Est-ce qu'on sait si ce virus est plus dangereux pour l'organisme que ce qu'on avait l'habitude de voir? Alors la difficulté, c'est que là, sur les études qu'on peut consulter, le variant indien, il fait le lit des populations jeunes et des populations non vaccinées. Et c'est vrai que sur ces populations, on a un passage en hospitalisation et en réanimation aussi. Et la chance, c'est pour les études qui ont été publiées pour l'instant, c'est que les personnes vaccinées, donc plus âgées, elles évitent le passage à l'hôpital et en réanimation, où elles avaient encore moins de chances d'avoir une issue favorable. Le variant indien, je vais y arriver, on l'a dit, a déjà remplacé le variant britannique. La progression, elle est quand même très rapide, parce que finalement, ça fait peu de temps qu'on en parle. Ou alors c'est nous, médias, finalement, qui obtenons l'information un peu après tout le monde, après vous, après les professionnels de la santé. Non, c'est sûr que vous avez l'information après nous, puisque nous, on la voit. J'espère pour vous. Oui. Et par exemple, la détection des premiers variants indiens, ça date d'il y a quelques temps. Ouais. Mais l'objectif, c'est pas de faire peur. Il faut d'abord bien identifier le problème, bien l'évaluer et ne pas forcément diffuser tout de suite les informations qu'on a en épidémiologie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on risque d'avoir à chaque fois au cours de l'année des souches qui vont se différencier et retrouver la même problématique. Ouais, finalement, c'est le discours qui revient depuis un an, dire que tous les 6 mois, il va y avoir un nouveau variant qui va arriver. Vous avez prononcé, Marc Lédy, le mot l'expression de 4e vague il y a quelques minutes. Il faut s'attendre, c'est inévitable selon vous, que cette 4e vague, elle finisse par arriver en Guyane? Alors, on peut jamais dire inévitable, puisque dans la pandémie, on a bien vu que on se trompait parfois. Ouais. Mais sur les profils, sur les profils en épidémiologie, on essaye de prévoir un petit peu la situation et la pandémie, et on sait qu'avec une nouvelle souche, une immunité qui n'est pas conservée, puisque on a été beaucoup frappé par le variant brésilien, qui ne protège pas du variant indien. Donc il y a de grandes chances, si la population n'est pas bien vaccinée, il y a de grandes chances qu'on ait une 4e vague. Mais si on n'est pas vacciné, qu'on a attrapé le variant amazonien, on peut tout à fait attraper une fois le variant indien. Oui, et c'est ça le vrai défi du variant indien. C'est juste de bien expliquer à la population que avoir eu le Covid ne protège pas de celui-là. C'est tout. Vous êtes craintif, vous, personnellement, là, pour l'évolution de la situation, parce que 4e vague ou non, la question aussi, c'est de savoir l'ampleur de cette vague qui arrivera, parce que la 3e vague, peut-être que tout le monde a eu tendance un petit peu à la voir au rabais, et finalement, on se rend compte que, ça y est, elle a dépassé en nombre de semaines le temps, déjà, de la première vague d'il y a un an. C'est toujours embêtant de voir son département confiné, de voir les restrictions de voyage. Donc on est aussi citoyen, donc c'est vrai qu'on est très très concerné. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a une année d'épidémie, l'année passée, donc les gestes barrières, l'information elle est quand même bien connue. On a une espèce de routine dans cette pandémie qui nous fait dire au moins que la population elle est au courant. Alors c'est vrai que c'est un défi de plus. C'est une problématique de plus, c'est encore une vague, donc pour le moral c'est toujours difficile. Mais la vaccination, on espère qu'elle va progresser, qu'elle va augmenter même, et de façon à protéger la population. Et quand bien même on aurait une 4e vague, mais qu'elle ne soit pas aussi élevée. Oui, aussi. Parce que comme la 2e finalement, qui a existé, mais qui était quand même en deçà de celle qu'on vit actuellement. Exactement. Et c'est vrai que la 2e vague, comparée à la 3e, ce n'est pas la même souche.
Et donc on voit que le facteur souche est aussi important puisque les transmissions sont pas les mêmes, elles sont parfois augmentées, donc le nombre de cas positifs est augmenté, et hospitalisation pareil, ça fait une chaîne et on espère que sur cette 4e vague, on aura une vague qui sera moins élevée que celle-là. La clé, vous l'avez dit, c'est la vaccination. Vous n'êtes pas le seul, évidemment, à le dire en Guyane comme ailleurs. Tout le monde le répète, le message est sans cesse martelé partout. Et pourtant, quand on regarde les derniers chiffres de la vaccination, ça décolle quand même très très peu. Alors c'est vrai que la vaccination, il y a une défiance à la vaccination. Alors c'est peut-être dû aussi à la pandémie, hein. Après un an de pandémie, c'est vrai que la population, elle est peut-être un peu épuisée, mais il faut toujours avoir confiance dans les prises de décision de l'ARS et même des professionnels de santé, puisque c'est par ça qu'on va arriver à s'en sortir. On a bien vu que les pays où la vaccination a été avec une couverture plus large, ils affrontent des vagues qui sont moins importantes. Un plus petit nombre d'hospitalisations, un plus petit nombre de morts. Donc c'est vraiment important, mais je pense que petit à petit, les gens ils commencent à être compliants et aller se vacciner. On a à peu près 5000 vaccinations par semaine. On a atteint, je crois, 75 000 doses en première dose dans le département. On est 300 000. Petit à petit, c'est peut-être pas très rapide, mais je pense que les choses se mettent en place. Le variant change, mais le discours reste identique. Merci beaucoup Marc Lédy d'avoir été notre invité ce matin pour faire le point sur l'arrivée donc en Guyane de ce nouveau variant, le variant indien. Merci, bonne journée. Radio Pays.